Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée aujourd'hui pour la nouvelle rentrée scolaire 2023-2024. Dans cette table ronde, mesdames et messieurs, nous allons un peu débattre de la rentrée scolaire et comment en général s'est déroulé cet événement scolaire. Les invités donc de cette table ronde, mesdames et messieurs, sans plus tarder, sont comme l'accoutumée. Nous avons Mohamed Abdi, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chargé de la communication. À ma gauche, à ma droite plutôt, donc, se trouve Madame Fatouma Mohamed Mir, directrice de l'école Balbala 7. Nous avons aussi Madame Souad Abdillahi Ouki, représentante de l'association des parents d'élèves. Et enfin, nous avons Chihim Mohamed Chihim, coordinateur de l'école d'excellence. Mesdames et messieurs, avant de pouvoir entrer dans les vifs du sujet, je vous invite à regarder avec nous un petit reportage concernant donc la rentrée scolaire et comment s'est déroulée en général dans cette année dans l'ensemble du territoire national. La rentrée scolaire cette année 2023-2024 a été une étape cruciale marquée par un engagement sans faille pour une éducation de qualité pour tous les élèves, quel que soit leur lieu de résidence ou leur statut socio-économique. L'effort conjoint des autorités éducatives, des pouvoirs locaux et de la communauté éducative a été impressionnant pour assurer une rentrée fluide et réussie. La coordination entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les préfets, les présidents des conseils régionaux et communaux a été exemplaire dans les 5 régions du pays ainsi qu'à la capitale. Cette collaboration a permis de mettre en place des conditions optimales pour accueillir les élèves et leurs enseignants dans un environnement propice à l'apprentissage. Les travaux de rénovation et de construction entrepris par le MENFOP sont la preuve de l'engagement continu pour l'amélioration des infrastructures éducatives. La rénovation des écoles existantes et l'extension de plusieurs établissements ont permis d'augmenter la capacité d'accueil, répondant ainsi à une demande croissante en éducation. De plus, la réhabilitation et l'équipement de 23 établissements avec des mobiliers flambant neufs ont donc créé un environnement d'apprentissage stimulant. La construction de 12 établissements scolaires dans différentes régions du pays renforce l'accessibilité à l'éducation et contribue à réduire l'exode rural. Cette politique éducative de proximité permet à un plus grand nombre d'élèves d'accéder à l'enseignement sans avoir à parcourir de longues distances. L'ouverture de 26 nouvelles salles de classe préscolaires témoigne de la volonté du ministère de l'Éducation d'offrir une éducation de qualité dès le plus jeune âge. Cette mesure est cruciale pour préparer les enfants à une réussite scolaire future. L'équité éducative occupe également une place centrale dans les priorités du MENFOP. La création du centre d'éducation spécialisé pour les élèves en situation de handicap ou les enfants à besoins spéciaux montre un engagement fort pour une éducation inclusive. hooyadii waxaan nahay anagu ubadka baahida gaarka dhashay marka waxaan leenahay horta aad iyo aad baan ugu faraxnay sida aad noogu soo saarteen ubadkeegii inay jahligii ka baxaan marka hooyadu waxaan nahay ubadkii waan keenna annaguna hooyada kalena waxaan leenahay wixii baahi gaar aqal ku dhaxaysta waa inay jahilnimada ka soo saartiin oo inaguna keentiin
maanta aad iyo aad baan ugu faraxnay ubadkayagii oo jaahili aqalkan ugu dhaxaysanay markaan keennay iskoolkayaga markaa kadib ubadkayagiina waxay heleen fursad cajiib ayay heleen. Le renforcement également en nombre de formations des enseignants et éducateurs nationaux garantit une meilleure qualité d'enseignement pour tous. C'était donc un bref reportage concernant donc la rentrée scolaire de cette année. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons donc débuter ces tables rondes. Mais je vous rappelle que 157 841 élèves ont repris cette année le chemin de l'école après la période estivale. Sans plus tarder, les détails avec Mohamed Abdi. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Nous savons aujourd'hui que 157 841 élèves ont repris le chemin de l'école après la brève période estivale de cet été. Donc, comment en général s'est déroulée aujourd'hui cette nouvelle rentrée scolaire 2023-2024 et quelles sont les nouveautés en termes d'accès? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, Monsieur Mohamed. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'adresser mes remerciements à la RTD qui nous a permis de communiquer sur la nouvelle rentrée scolaire, mais également qui nous a permis de souhaiter à la grande famille éducative une année scolaire fructueuse et féconde. Pour revenir à votre question, en effet, dimanche dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école après la période estivale. Comme vous l'avez dit, quelques 157 841 élèves, tout ordre confondu, ont repris le chemin de l'école. Ce nombre assez important d'élèves se répartissent comme suit. Au niveau de l'enseignement primaire, nous avons accueilli 74 064 élèves. Cette année, nous enregistrons à ce niveau-là une évolution de 1,6%. En ce qui concerne l'enseignement moyen, l'effectif s'élève cette année à 48 221 élèves, soit une évolution de 3% par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est de l'enseignement général, l'effectif s'élève à 21 081 élèves, soit une évolution de 9% par rapport à l'année dernière. Et enfin, en ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel, l'effectif est de 5 895 élèves, soit une augmentation de 16%. D'une manière globale, pour l'année scolaire 2023-2024, nous avons enregistré une augmentation de 4% par rapport à l'année dernière et sur tout ordre confondu. Pour ce nombre important d'élèves, il y a des enseignants qui les accueillent. Pour ce qui est de l'enseignement fondamental, l'effectif des enseignants est de 5 082 enseignants répartis sur toute l'étendue du territoire. Pour ce qui est de l'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel, c'est 1808 enseignants qui ont repris le chemin de l'école ce matin. Il faut ajouter à ces chiffres les élèves de l'école privée, des écoles privées, mais également les élèves issus des familles réfugiées qui sont installées dans les différents camps, que ce soit au niveau du camp de Holhol ou de Markazi Dobok, mais également de Ali Adé. L'effectif des enfants réfugiés qui ont été accueillis dans les écoles est de 4 661 élèves. Je voudrais préciser à ce niveau
Suite à la déclaration de Djibouti de 2017, notre pays accueille les enfants réfugiés et ils bénéficient au même titre que les enfants djiboutiens le droit à la scolarisation. Tous les enfants réfugiés légalement enregistrés et qui vivent sur le territoire national bénéficient le droit à la scolarisation. Je vais vous dire également un mot par rapport aux effectifs qui sont enregistrés au niveau des écoles privées. Il y a pas mal d'écoles privées ces derniers temps dans notre pays et les effectifs de ces écoles-là s'élèvent à 21 734 élèves qui sont répartis dans les différentes écoles privées, que ce soit au niveau du préscolaire, primaire, moyen et secondaire. Dans votre question, vous m'avez demandé quelles sont les nouveautés par rapport à l'accès. Comme les années précédentes, cette année aussi, le ministère poursuit sa politique d'élargissement de l'offre éducative. À cet égard, plusieurs nouveaux établissements ont ouvert leurs portes. D'où la nette augmentation du chiffre des élèves. Voilà. Cette évolution d'effectifs s'explique par le fait que 12 établissements nouveaux ont été créés et ont ouvert leurs portes pour cette nouvelle année. Alors, ces nouveaux établissements se trouvent notamment dans les localités les plus reculées dans les régions de l'intérieur. Pour la région d'Arta, 3 nouveaux établissements ont ouvert leurs portes, et notamment dans les localités de Hilbali, une école pour la localité Kourtimale et une autre dans la zone Cheikh Farah. Pour ce qui est d'Ali Sabié, cette région a bénéficié de 2 nouvelles écoles, une à Galilée et une autre dans le lieu dit Guédid, qui n'est pas loin d'Ali Sabié. Pour la région de Dikil, 3 établissements nouveaux, dont un lycée à Mouloud, un nouveau établissement à Sankal et un autre à As'ila. Pour ce qui est de la région de Tadjoura, également 3 nouveaux établissements, un dans la localité de Hagande, un autre établissement à Ot'oy et un autre à Wey Darim. Et enfin, pour la région d'Obok, nous avons un nouveau établissement dans la localité de Soueli. En plus de ce nouveau établissement, 8 établissements ont bénéficié d'extension pour accueillir plus d'élèves. Alors, les établissements ayant bénéficié de l'extension sont l'école de Ouéa, Doudoub Alalé pour la région d'Ali Sabié et Assamo, Sankal pour la région de Dikil, Dougoum et Sagalou pour la région de Tadjoura et enfin Mulhoulé pour la région d'Obok. Aussi, chaque année, le ministère entreprend des travaux de rénovation pour les établissements qui ont été construits il y a déjà plus d'une quinzaine d'années. Et à cet effet, 23 établissements scolaires ont été réhabilités durant les vacances de l'été. Voilà en gros les actions qui ont été posées par le ministère avant la nouvelle rentrée scolaire 2023-24. Merci Mohamed Abdi, je vais revenir sur vous. À présent, je voudrais passer la parole à Madame Fatouma Mohamed Mir, directrice de l'école Belbala 7. Madame la directrice, bonsoir et bienvenue à cette table ronde. Bonsoir. J'aimerais que vous nous parliez un peu en quoi consiste la lettre que le ministre de l'Éducation et de la Formation, le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle vous a adressé. Je crois que ça parlait un peu de l'orientation et des défis auxquels vous devez relever, je crois. Je vous remercie de me donner la parole. Oui, la particularité cette année est que le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a décliné une lettre de rentrée. D'accord. Donc en quoi consistait cette lettre? Cette lettre consiste à délimiter les contours et les attentes du ministère. C'est-à-dire, le ministre décrit clairement les difficultés qui nous attendent, les réalisations qui ont été faites et les objectifs à atteindre. Cette lettre est destinée
à l'ensemble des personnes, pas seulement les chefs d'établissement, hein, que ce soit les parents, les partenaires, les enseignants. C'est une lettre à tous les intéressés de l'éducation nationale qui détermine les objectifs, les orientations et les priorités du ministère de l'Éducation nationale. Elle sert de feuille de route, justement, en mettant l'accent sur ce qui a été réalisé et les attentes, les défis qu'il nous faudra relever tout au long de cette année. Voilà. Et en général, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la rentrée scolaire de cette année? La rentrée scolaire, nous avons accueilli l'enseignement moyen le dimanche 3 septembre. Enfin, la rentrée s'est passée dans les meilleures conditions. Les moyens ont été mis à disposition des établissements. Le ministère s'est engagé pour que cette rentrée soit une excellente rentrée, hein, comme à l'accoutumée. Tous les élèves ont été accueillis avec les moyens et les ressources qui ont été mises à disposition des établissements. Merci Madame Fatouma, je reviendrai plus tard vers vous. À présent, je crois que le ministère a vraiment déployé tous les moyens nécessaires afin que la rentrée scolaire de cette année puisse se dérouler dans des bonnes conditions. Alors, qu'en est-il de l'association des parents d'élèves? Pour répondre à cette question, nous avons sur le plateau la représentante de l'association des parents d'élèves, Madame Souad Abdillahi Oukib. Bonsoir Madame Souad. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui sur la rentrée scolaire de cette année? Bismillahirrahmanirrahim. En tant que membre de l'association des parents d'élèves, je pourrais vous souligner qu'il y a déjà un partenariat entre le MENFOP et les associations des parents d'élèves. D'accord. Donc, ce qui ramène à coordonner et à relier les parents et l'administration. Entre eux, ce qui les relie, ce sont les chefs d'établissement. Les associations font des réunions entre eux, ils se réunissent, ils soulèvent ce qu'ils veulent soulever, ils en parlent au chef d'établissement. Qui est de la coordination et comment vous travaillez, nous reviendrons sur cet aspect, mais en général, comment s'est déroulée cette année la rentrée scolaire du moment que vous êtes la représentante de l'association des parents? Oui, comme c'est le début, on n'a encore pas mis en place les premières réunions. On attend que les élèves d'abord fassent leur rentrée comme il faut. Ensuite, pour pouvoir soulever les questions au chef d'établissement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Souad. Je vous en prie. À présent, je voudrais passer la parole au coordinateur de l'école d'excellence, Chihim Mohamed Chihim, bien sûr, qui n'est pas nouveau sur ce plateau. Vous l'avez déjà vu dans diverses émissions de la radio-télévision de Djibouti. Bonsoir Monsieur Chihim, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan pédagogique et quelles sont les priorités de cette année du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle? Bonsoir, merci beaucoup. Je remercie sincèrement le directeur de la RTD pour l'organisation de cette table ronde qui parle de la rentrée scolaire. C'est vrai que cette année, c'est une rentrée spéciale. Ce n'est pas une rentrée comme les autres. Le ministre l'a souligné dans son discours. C'est une rentrée spéciale. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille de la scolarisation universelle. La rentrée 2023-2024, pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, soulève beaucoup de défis pédagogiques. Donc le premier défi, donc d'ici 2025, le ministère doit déclarer la scolarisation universelle. Ça veut dire quoi la scolarisation universelle? D'ici 2025, donc le ministère doit dire 0 enfant en dehors de l'école. Ça, c'est très important. Et son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, l'a bien dit. C'est pour ça que tout à l'heure, mon collègue Mohamed parlait de la scolarisation, étendre la scolarisation sur l'ensemble du territoire, scolariser tous les enfants qui vivent à Djibouti. Tous les enfants âgés de 6 ans doivent aller à l'école. C'est pour ça que nous avons augmenté l'offre d'éducation à Djibouti-Ville, dans la capitale, mais aussi dans les régions. Maintenant, il ne suffit pas d'offrir, mais il faut agir sur la qualité. Pour agir sur la qualité, le ministère agit sur 2 leviers. Le levier principal pour l'enseignement primaire, c'est le préscolaire. Nous avons étendu le préscolaire
sur l'ensemble du territoire. Nous offrons une offre d'éducation préscolaire dans toutes les régions. Dans la capitale aussi, nous les proposons dans les quartiers populaires. Ça, c'est très important. Parce qu'on sait qu'un enfant qui a fait le préscolaire est mieux préparé pour affronter l'école primaire. Ça, c'est un levier très important pour nous et sur lequel nous devons agir pour augmenter, pour améliorer les performances de nos élèves. Ça, c'est le premier grand défi qui nous attend. Le deuxième grand défi pour la qualité, c'est, comme vous le savez, c'est les curricula. Donc, nous avons rénové les curricula de l'enseignement fondamental, c'est-à-dire, nous avons mis en place une inspection pour le préscolaire depuis 2021. Maintenant, il y a une inspection pour l'enseignement préscolaire. Il y a une inspectrice depuis 2021. Et aussi pour l'enseignement, nous avons rénové tous les curricula de l'enseignement primaire et l'enseignement moyen. Le troisième levier sur lequel nous voulons agir, c'est le numérique. Proposer des ressources numériques. Pour les collèges et lycées, nous déployons les Smart Classrooms, qu'on appelle les classes intelligentes. Ces classes intelligentes permettent aux élèves d'accélérer les apprentissages. Ça, c'est vraiment très important. Nous devons agir, le ministre l'a très clairement dit. Donc le numérique, le numérique doit apprendre autrement, c'est-à-dire plus vite pour les enfants. Comme les enfants d'aujourd'hui sont plus portés sur tout ce qui est tablette numérique, le numérique est un levier essentiel pour améliorer la qualité et la performance de nos élèves. Ça, c'est le troisième pilier. Maintenant, il y a aussi l'autre pilier qui nous permet c'est la formation des enseignants. Aujourd'hui, nous proposons à nos enseignants une formation de 2 années, après la licence. Donc, il y a, depuis 2017, notre ministre, son Excellence, Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis en place le corps unique des enseignants. Les enseignants, tous les enseignants sont recrutés sur la base de la licence. Une fois recrutés, ils suivent une formation initiale de 2 années au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Ils font une année de formation théorique. La deuxième année, ils sont en responsabilité, mais ils suivent toujours la formation. Ils ont à faire un mémoire professionnel et ils ont un lien avec le centre. Ils sont suivis par les conseillers pédagogiques. Pour cela, nous avons renforcé la formation. Aujourd'hui, les enseignants qui sortent du CFF sont des enseignants performants qui dispensent un enseignement de qualité. Nous avons également renforcé la formation continue des enseignants qui sont déjà sur le terrain. À chaque vacances interruptives, nous proposons aux enseignants des formations. Ce sont les inspecteurs, c'est l'inspection générale dirigée par Madame l'inspectrice générale, Madame Mouna, qui propose des formations adaptées à tous les enseignants, à chaque catégorie d'enseignants. Voilà comment nous renforçons. Je voulais un peu aussi parler de la nouveauté pour l'école Excellence. Donc nous, à l'école Excellence, son Excellence le ministre a mis en place l'an dernier les classes préparatoires pour les bacheliers de l'école Excellence, qui sont au nombre de 37. Ces enfants suivent ce qu'on appelle les classes préparatoires pour les grandes écoles en partenariat avec le ministère français de l'Éducation nationale. Ces élèves sont cette année en 2e année des CPGE. Donc ils pourront passer les concours. Nous les incitons. Nous demandons à ces jeunes, qui sont des jeunes très brillants, qui sont des jeunes à haut potentiel intellectuel, vraiment nous les encourageons à travailler très dur pour réussir les concours d'entrée dans les grandes écoles en France. Voilà les grands défis éducatifs pour cette rentrée. Nous reviendrons bien sûr sur l'école d'excellence et l'accord cadre passé entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti et le ministère français de l'Éducation. Merci beaucoup, Chihim. Je reviens maintenant à présent vers Mohamed Abdi. Mohamed,
qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les actions entreprises par le ministère en termes d'équité? Avant de répondre à votre question, je voudrais compléter ce qu'avait dit tout à l'heure mon collègue Chahem par rapport à la scolarisation universelle et quand même montrer l'effort qui a été fait par le ministère par rapport à la scolarisation. Le taux de scolarisation en 1999, il était à 32%. 15 années après, nous étions à 76%. À ce jour, nous sommes à 96%. Donc, pour pouvoir déclarer la scolarisation universelle d'ici l'horizon 2025, il nous manque 4%. Donc, au cours de 2 prochaines années, le ministère doit tout faire pour aller chercher ces enfants là où ils se trouvent et les amener à l'école. Comme ça, nous allons honorer un engagement international que notre pays a pris par rapport à l'éducation. Maintenant, revenons à la question de la parité. Donc, plusieurs actions ont été posées par rapport à l'équité. Justement, le préscolaire, il en a parlé tout à l'heure. Toute une stratégie pour élargir l'offre du préscolaire. Et pour cette année qui commence, 26 nouvelles classes vont ouvrir leurs portes sur toute l'étendue du territoire. Pour ce qui est de l'équité, cette année, le ministère va expérimenter un nouveau concept. Et c'est déjà. Et en quoi consiste ce concept? Le nouveau concept, c'est les écoles rurales, ce que nous appelons les écoles rurales intégrées. Donc, en quoi consiste l'école rurale intégrée? Comme vous le savez, nos populations rurales sont à la merci des saisons de pluie. Ils sont constamment en mouvement à la recherche des pâturages. Et les enfants issus des familles rurales, lorsque la famille, les parents se déplacent, les enfants le suivent. Les enfants le suivent. Du coup, soit l'enfant abandonne l'école pour suivre les parents. Donc, pour justement freiner l'abandon et le décrochage des enfants issus des familles nomades, le ministère va expérimenter cette année les écoles rurales intégrées. Alors, c'est une école qui sera installée dans une localité reculée à l'intérieur du pays. Là où nous allons installer se trouve tout autour des campements. Nous allons rapprocher ces campements pour les installer autour de l'école. Fixer ces familles. De ce fait, nous allons leur créer des activités génératrices de revenus. Nous allons les aider pour qu'ils puissent exploiter des périmètres agricoles. Ils vont faire une activité agro-pastorale. Le ministère ne sera pas le seul à entreprendre cette entreprise. Nous allons associer aux autres secteurs sociaux tels que la DDS, le ministère de la Solidarité, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de la Santé pour pouvoir installer des postes de santé autour de l'école, le ministère de l'Intérieur pour qu'il puisse dépêcher une antenne qui puisse enregistrer la naissance des enfants. Donc, en gros, la vie va tourner autour de l'école. Et comme ça, nous espérons fixer les populations rurales. Les écoles rurales intégrées seront expérimentées dans 3 secteurs. Dans la localité de Danan pour la région d'Ali-Sabié, Wadi pour la région d'Obok et Abaïtou pour la région d'Edikil. Donc, une fois que nous allons mis en place, bien sûr, nous allons évaluer. Nous allons faire une petite évaluation pour la conduite à tenir pour les années suivantes. Toujours par rapport à l'équité, à la fin de l'année dernière, le ministère a inauguré un centre spécialisé pour les enfants à besoins spécifiques. Et ce centre accueille pratiquement tout type d'handicap.
qu'ils soient autistes, malvoyants, malentendants, les enfants qui ont une mobilité réduite. Donc ces centres accueillent tout type d'handicap. Et à la fin de l'année dernière, nous avons fait appel à l'expertise cubaine. Nous avons fait venir 7 experts qui sont vraiment... le Cuba est un pays très avancé par rapport à la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. C'est pour ça que nous avons fait appel à des experts cubains. Ces experts vont nous aider, d'une part, à former nos enseignants et nos éducateurs de ce centre, à élaborer le curricula et les programmes pour tout type d'handicap. Je dois ajouter à cela que, pour des raisons d'équité, le ministère, tous les matins, il a mis à la disposition de ces enfants-là des bus qui les ramènent de chez eux jusqu'à l'école, de l'école jusqu'à chez eux. Et gratuitement? Gratuitement. D'accord. Le ministère a mis à la disposition des enfants des médecins spécialistes. Ces enfants sont suivis chaque semaine par des médecins spécialistes au niveau de l'hôpital militaire soudanais. D'accord. Soit ce sont les médecins qui se déplacent, qui vont dans l'établissement pour consulter, etc., suivre les enfants. D'accord. Pour les enfants qui nécessitent des examens beaucoup plus approfondis, on déplace les enfants et jusqu'à l'hôpital soudanais pour subir les examens. D'accord. Voilà en gros les éléments sur lesquels nous allons travailler cette année, et ça fait partie des priorités qui ont été déclinées dans la lettre que le ministre a fait parvenir à l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces éclaircissements. Et je trouve d'ailleurs une très bonne initiative, l'école rurale, l'implantation de ces écoles dans les milieux ruraux. Je reviendrai vers vous. À présent, je voudrais passer la parole à la directrice de l'école Balbala 7, Mme Fatouma Mohamed Mir. Nous savons tous que le ministère a un défi à relever. Alors bon, quel est le défi auquel fait face le système éducatif djiboutien aujourd'hui? Quand un système fonctionne, il y a certes beaucoup de réalisations, mais les défis sont également présents. Et le ministère de l'Éducation nationale a certes beaucoup de défis à relever. Moi, je ne vais en citer que quelques-unes. D'accord. La réalité sur le terrain est que il y a ce qu'on appelle le problème du décrochage scolaire. Qu'est-ce que le décrochage scolaire? C'est lorsqu'un enfant ne se sent pas épanoui dans ce qu'il fait. Alors, il est des priorités du ministère de mettre en place des programmes d'accompagnement personnalisés, individualisés pour les élèves. Parce qu'on part du principe que lorsqu'un élève se sent intégré dans le milieu et qu'il est bien suivi, il est difficile qu'il décroche. Et pour cela, le ministère va beaucoup mettre l'accent sur la sensibilisation et la prévention. La prévention en s'appuyant sur les parents. Le deuxième point important, c'est ce qui va beaucoup aider le décrochage, c'est le partenariat aussi qu'il va lier entre parents et école. Le ministère a toujours prôné cette relation parents-école parce qu'il a été constaté que lorsqu'il y a une relation ou un partenariat sain, instructive, qui n'est pas stérile entre parents et établissements scolaires, les résultats sont visibles. L'impact est immédiat, les apprentissages améliorent. Ça réduit de manière significative le taux d'absentéisme parce que les relations sont là, les parents sont présents dans l'institution. Lorsque les relations sont saines, ça permet aussi au réseau parents de faire confiance ou d'accroître leur confiance envers l'institution publique, envers cette école. D'accord. Mis à part le soutien de l'association des parents, quel est exactement le programme mis en place par le ministère pour pouvoir accompagner les élèves lors de l'année scolaire et lutter vraiment contre le décrochage des élèves en plein année scolaire? D'abord, c'est de veiller à l'épanouissement de l'élève. Quand on dit épanouissement, parce que, comme je vous l'ai dit, un élève est amené à décrocher quand il se sent exclu de son contexte scolaire ou de son milieu ou de ce qu'il fait. Même si, et en général, c'est un problème de niveau qui provoque ça. Alors le ministère
mais appuie souvent les programmes de soutien, d'inclusion scolaire dans les établissements pour faire revenir les élèves, pour les remettre à niveau et pour veiller à leur épanouissement. Et une fois que l'enfant se sent intégré au groupe école, il est difficile de le voir partir. En général, à 80%, ce qui provoque le décrochage scolaire, c'est un problème de niveau. Ce n'est jamais un bon élève qui quitte l'école, ce n'est jamais un élève qui se sent bien et qui est épanoui qui quitte l'école. Alors ça, c'est un problème. Le ministère s'appuie sur les parents d'élèves pour surtout régler ce problème de décrochage, parce que ça peut être un problème aussi à l'intérieur de l'école, mais qui peut aussi venir de la vie sociale de l'enfant à l'extérieur de l'établissement. Ça, c'est un point. Et le ministère, on a fait une priorité sur ça pour éviter ce problème-là. Comme je vous ai parlé aussi, le point, il s'appuiera de manière importante sur les parents pour régler ce problème. Et puis, il y a un autre point, c'est de la mise en place des projets pédagogiques ou éducatifs pour les élèves, parce qu'il a été constaté que quand les établissements mettent en place ce type de projet, les élèves évoluent dans un contexte de travail sain, amélioré, que ce soit un projet d'ordre pédagogique ou éducatif, et le ministère en général appuie ce genre de projet et tous les établissements sont amenés à établir au début de chaque année ce type de projet-là. Et ce type de projet permet aussi de favoriser l'inclusion de l'enfant dans son école, dans son milieu scolaire. Si le ministre en a fait une priorité pour cette année, c'est que la mission de l'école, c'est de faire réussir tous les enfants, sans exception. Les raisons du décrochage sont multiples et variées. Soit l'enfant n'est pas suivi à l'école, soit cet enfant qui décroche, il est issu d'une famille éclatée, soit c'est un orphelin qui vit avec une autre famille. Les raisons sont diverses et variées. L'objectif, c'est de déceler le plus tôt possible pour qu'on puisse les prendre en charge. Et à cet effet, l'inspection de la vie scolaire a été responsabilisée et d'ores et déjà, un plan de formation a été mis en place pour le personnel de la vie scolaire. Ils sont sensibilisés, formés comment prendre en charge les enfants qui décrochent ou qui sont en voie de décrochage. Les enseignants également ont été sensibilisés pour déceler dans la classe les élèves qui décrochent pour qu'ils puissent avertir l'administration et que l'administration en conséquence réagisse. Plus nous réagissons tôt, plus nous allons récupérer l'enfant. Donc, si le ministère, encore une fois, a fait une priorité du décrochage scolaire, c'est parce que nous devons faire réussir tous les enfants, quelles que soient leurs conditions de vie. Et tout ceci pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur, vraiment une action humanitaire vraiment encourageante, et je félicite en ce sens le ministère de l'Éducation et de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de mettre en place ce système afin que chaque enfant puisse avoir un avenir meilleur. Qu'en est-il des parents alors? Quel est le rôle que les parents jouent dans cette action? Merci Mohamed. Ma sœur Fatouma, en tant que chef d'établissement, les enfants en difficulté, et la difficulté vient strictement des parents. D'accord. Parce que le rôle de l'association des parents d'élèves, c'est de suivre la scolarité de leurs enfants. De leurs enfants, d'accord. Quand un parent suit son enfant, il remarque vite la difficulté de l'enfant. Soit l'enfant est en difficulté, soit l'enfant est fort, il n'a besoin de peut-être pas beaucoup de choses, mais pour l'enfant qui est en difficulté, le parent a vraiment un point fort pour pouvoir l'aider à surmonter ça. Parce que l'enfant, quand il est dans la classe, il se sent seul, comme l'a dit Fatou, il se sent seul parce qu'il se sent exclu. Il a des problèmes, il n'a pas atteint le niveau de ses camarades, donc ils se sont exclus. Donc je voudrais souligner aussi et de dire une dernière fois aux parents de pouvoir bien suivre l'enfant et de suivre surtout la scolarité de l'enfant, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir amener l'enfant à une bonne scolarité. Un enfant suivi est différent d'un enfant qui n'est pas suivi. D'accord. Donc j'encourage les parents à suivre leur enfant du début de l'année scolaire jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole cette fois-ci. Je reviendrai vers vous,
Merci beaucoup, Souad. Je voudrais donner la parole à M. Chihim. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les évaluations? Merci Mohamed. Les évaluations, c'est comment on évalue les apprentissages. C'est ça la grande problématique, le grand défi. D'accord. Donc le ministère de l'Éducation nationale, comme j'ai expliqué tout à l'heure, a rénové les curricula. Donc il y a de nouvelles manières d'évaluer. Donc nous avons mis en place les évaluations nationales indépendantes, c'est-à-dire pour tester les apprentissages, les performances des élèves, pour mesurer les apprentissages des élèves. Cette année scolaire, les unis concernent la classe de 4e année primaire. D'accord. Pour le moyen, ça sera essentiellement la 6e année. D'accord. Donc voilà comment on évalue la performance des élèves. On prend un échantillon d'élèves et on teste leur niveau. En français, en mathématiques, en arabe. Voilà ce qu'on fait, ce qu'on appelle les unis. Et ces évaluations, au niveau national, donnent en général des très bons résultats maintenant. Comme l'a dit tout à l'heure Mme Fatouma, le niveau commence à progresser. Cela ne suffit pas, il faut se mesurer aussi au niveau international. D'accord. Il faudra qu'on évalue le niveau réel de nos élèves. Pour cela, la République Djibouti est candidat pour les évaluations PASSEC. Ce sont des évaluations internationales. Donc à l'échelle de l'Afrique, nous allons participer à ces évaluations en 2024. Inch'Allah, cette année scolaire. Nous pourrons, ça là nous donnera une idée sur le niveau réel de nos élèves. Nous pourrons les comparer par rapport aux autres élèves. Ça c'est très important. Les défis pour nous cette année, ce sont les lycées. Vous savez, la République Djibouti maintenant, on a installé des lycées dans les sous-préfectures. Tout à l'heure, Mohamed l'a souligné, à Sankal, à As'ela, à Holhol, à Ali Adé, nous avons des lycées. À Tadjoura, nous avons des lycées. À Sagalou, nous avons des lycées à Daïlou. Et ces lycées-là aussi nécessitent l'amélioration de l'environnement scolaire. Ça veut dire que les élèves doivent lire. Pour cela, il faut équiper les bibliothèques, il faut mettre en place des ressources numériques dont on a parlé tout à l'heure pour agir sur la qualité, pour qu'ils évaluent, pour qu'ils réussissent. Pour cela, ils doivent lire énormément. J'invite les élèves des lycées des régions à lire énormément. Donc ces enfants doivent évoluer dans des conditions plus favorables. Pour cela, nous renforçons des CDI, des centres de documentation et d'information des lycées des régions. Nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Kern. Cette plateforme numérique est consultée par nos enfants. Donc ils peuvent lire en ligne, les enfants d'aujourd'hui lignent, et cette plateforme justement doit améliorer les performances des élèves. Ça c'est vraiment, ce sont des défis qui sont à relever dès cette année. Nous comptons énormément sur les inspecteurs, sur les chefs d'établissement pour justement réussir, pour faire réussir tous les élèves. Donc les défis les plus importants, c'est faire réussir tous les enfants. Donc c'est l'école inclusive aujourd'hui. Voilà les performances qu'on attend de nous. Ce sont des grands défis. Nous allons y arriver. Les élèves aussi doivent se mettre au travail dès aujourd'hui. Les élèves qui rentrent à l'école ce matin, il faut qu'ils commencent à travailler dès aujourd'hui. Il ne faut pas attendre 3 mois ni après. Dès aujourd'hui, travailler quotidiennement. Justement, nous invitons les parents d'élèves à suivre les enfants à l'école pour mieux les accompagner individuellement. C'est ça qui va faire réussir tous les enfants et c'est ça qui va nous aider à améliorer les performances de nos élèves. Madame Fatouma, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce que Souad nous a dit?
Je voudrais réagir sur ce que Souad a dit. Nous collaborons et travaillons effectivement avec les parents d'élèves, mais il y a des actes concrets. Il y a des actes concrets qu'ils font dans les écoles. D'accord. L'institution du ministère est à part, mais l'école appartient avant tout aux parents. Et le chef d'établissement ne peut que les orienter, les aider. Mais le plus gros du travail revient aux parents d'élèves. Alors, c'est quoi les actes concrets qui se font? Je vous donne quelques exemples. C'est souvent de nous aider, de nous épauler pour tous les travaux qui se font au sein de l'école afin d'améliorer les conditions de travail et permettre à leurs enfants d'avoir un environnement de qualité. On les fait intervenir s'il y a des programmes de soutien qui sont mis en place. Ils participent à tous les projets d'école qui sont mis en place. On les introduit déjà sur le plan d'action de l'année. Les parents sont l'épine dorsale du fonctionnement d'un établissement. Parce qu'avant l'institution, ils sont les premiers bénéficiaires et même les premiers propriétaires, je veux dire, de l'école. Ce sont leurs enfants, ce sont leur bien le plus important qui est là. Alors les actes concrets qu'ils font fonctionner la plupart des écoles. Et c'est pour cela que le ministère de l'Éducation a mis en place ce partenariat, parce qu'une école ne peut pas fonctionner sans son association de parents d'élèves. Nous, chefs d'établissement, on s'appuie sur ce réseau-là, ce réseau de parents d'élèves. Je vous le répète, ils font beaucoup d'actions qui améliorent. Et la différence entre les écoles, c'est quand on a... C'est la première image que les parents... C'est la première personne qui confronte. Les parents confrontent d'abord le chef d'établissement. D'accord. Donc, le rôle qui est entre chef d'établissement et parents est primordial. Oui, mais je ne vais pas dire que l'action des parents ne se limite pas à faire un courrier sur les problèmes qu'ils constatent et à le transmettre. Non. Ils se retroussent les manches pour faire eux-mêmes certains travaux dans l'établissement. Il y a des parents qui sont volontaires et qui viennent aider les enseignants dans leur activité. Il y a des parents qui accompagnent les projets qu'on met en place, comme soutenir les élèves, les faire revenir les vacances. Il y a des parents qui viennent nous aider à nettoyer l'école. Leur mission est énorme et noble. Et je vous dis, une école ne peut pas fonctionner sans une association dynamique qui puisse aider à fonctionner. Et un chef d'établissement ne peut pas faire le travail qui lui est demandé sans des parents d'élèves. Des parents d'élèves consciencieux et qui aiment leur école. Voilà. Donc ils ont un rôle crucial à jouer. Ils ont un rôle crucial à jouer dans un établissement. Mohamed, merci beaucoup. Oui, Mohamed, je voudrais quand même dire un mot sur quelques priorités contenues dans la lettre de mission du ministre. Cette année, le ministère donne une importance capitale aux enseignements des langues. D'accord. À cet effet, l'année dernière, 6 établissements bilingues ont été inaugurés sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Et dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, quelqu'un qui parle une seule langue est pratiquement une personne analphabète. C'est la raison pour laquelle le ministère a décidé d'outiller nos enfants dans le domaine des langues. Et ces écoles bilingues qui ont ouvert les portes l'année dernière, où l'enseignement se fait 50-50 en français et en arabe, c'est-à-dire le français et l'arabe sont à la fois la langue d'enseignement, mais également une langue enseignée, plus l'anglais, qui est également une langue d'enseigner. Donc, cette année, le ministère va s'atteler à évaluer les écoles bilingues ouvertes l'année dernière pour pouvoir décider de la suite à donner. Une autre priorité par rapport aux enseignants, il y a 2 années de cela, le ministère a élaboré une politique nationale enseignante. D'accord. Et le ministère va poursuivre la mise en œuvre de cette politique nationale enseignante. Et la finalité de cette politique, elle structure la carrière de l'enseignant. Comme vous le savez, l'enseignant, c'est l'épine dorsale du système éducatif. Donc, nous devons veiller aux conditions de travail, mais également aux conditions de vie de l'enseignant. Et nous allons poursuivre la mise en œuvre de cette politique
nationale enseignante pour que l'enseignant ait une vision dégagée par rapport à sa carrière. Tout à l'heure, mon ami Chehem avait soulevé la question de l'informatique. Une des missions du système éducatif, c'est de former des enfants qui sont au diapason de leur époque pour qu'ils puissent participer au développement socio-économique de leur pays. De ce fait, ils doivent maîtriser l'outil informatique. Exactement. Donc aujourd'hui, l'informatique est une discipline à part entière et elle est inscrite dans les emplois du temps des élèves. Mais nous devons veiller et sensibiliser les enfants sur le méfait de l'Internet. À cet égard, déjà, le CRIPEN, il est en train de réfléchir sur des modules de formation qui seront destinés aux enseignants pour qu'ils puissent sensibiliser les enfants sur le méfait de l'Internet. C'est vrai, la valeur ajoutée de l'Internet et de l'utilisation de l'Internet est indéniable, mais cet outil, elle comporte beaucoup de méfaits et nous devons les sensibiliser dans ce sens-là. Si vous me le permettez, un mot, je vais dire, sur une nouvelle stratégie, une politique que le ministère a mis en place et qui est une priorité également pour cette année. C'est ce que nous appelons les ressources éducatives libres. Une stratégie a été élaborée. Qu'est-ce que c'est les ressources éducatives libres? Le ministère met à la disposition des enfants et des enseignants des outils didactiques et pédagogiques. Les manuels scolaires et les autres outils. Mais pour compléter l'information que l'enseignant donne aux élèves, nous allons mettre en ligne des ressources éducatives, c'est-à-dire des cours, des exercices. Donc, l'élève et l'enseignant vont aller sur des plateformes, aller chercher des cours qui ont été élaborés par d'autres enseignants qui se trouvent dans d'autres pays, s'inspirer de ces cours-là, mais également les enfants vont aller sur ces plateformes pour prendre des exercices et peaufiner, approfondir ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, une stratégie a été élaborée et la mise en œuvre de cette stratégie sur les ressources éducatives libres va démarrer cette année et ça fait partie des priorités. D'éthique, nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Alors, en tant que parent, comment vous accompagnez vos enfants afin d'utiliser à bon escient l'Internet? Bon, l'Internet, c'est-à-dire les enfants qui utilisent l'Internet, c'est ça? Du moment qu'aujourd'hui, c'est devenu un outil avec lequel ils travaillent. L'Internet a ses atouts et ses inconvénients d'abord. Bien sûr. Mais ça a une facilité aussi. Les élèves, on a créé une plateforme informatique où on doit suivre leurs notes, où on doit suivre les absences, où on doit suivre les commentaires des profs. Ça, c'est un atout. Mais par contre, quand l'enfant s'accroche à l'Internet, il s'accroche, il va de page en page, il va de page en page. On ne sait pas après où ça va. C'est ça qui fait peur aux parents, c'est tout. Mais c'est un atout, c'est un atout primordial pour la vie, si on l'utilise en tant que tel. Mais comme les enfants, même le petit né maintenant, le tout petit utilise très bien l'Internet, on peut dire que c'est leur chance. Hein. Alors, que doit faire un parent pour pouvoir éviter l'impact négatif de l'Internet sur l'enfant? Que doit faire un parent? Il doit suivre seulement ce que l'enfant partage. D'accord. Il y a une clé, il y a un mot de passe. Tu veux ouvrir YouTube pour ton enfant, tu utilises un mot de passe. Mais le mot de passe, c'est toi qui le gères. Au moment où l'enfant utilise une séance ou une rubrique ou une feuille que tu ne veux pas, ça te clignote. Tu vois ce que l'enfant utilise. Donc tu peux le mettre en concordance avec ton téléphone. Pour suivre l'enfant. Comme ça, le parent est très bien informé. Il veut utiliser pour faciliter ses recherches et tout, c'est bon. Mais une fois qu'il rentre dans des rubriques
interdite à son âge, le parent doit suivre. Et c'est ça qui le signale. D'accord. Donc, je voulais dire aux parents de surveiller les enfants. L'Internet est très dangereux. D'accord. Merci. Merci, Madame Souad. Un dernier mot, Monsieur Ahmed? Peut-être le ministère de l'Éducation nationale ne ménage pas ses efforts pour offrir une éducation de qualité à tous les enfants de la République de Djibouti. Pour aider le ministère, je voudrais dire aux parents de suivre régulièrement leurs enfants. Et dès qu'ils remarquent que l'enfant s'écarte un tout petit peu, il faut tout de suite réagir ou avertir les chefs d'établissement pour qu'ils puissent mieux les encadrer, leur prendre en charge. En tout cas, toutes les priorités du ministère pour cette année ont été égrenées durant cette table ronde et les défis à relever ne sont pas minces. Mais je pense qu'ensemble, ministère de l'Éducation nationale et parents, nous pourrons relever ces défis divers et variés. Je profite de cette occasion également pour souhaiter vraiment une bonne rentrée scolaire, une année scolaire féconde à toute la communauté éducative. Merci Mohamed Abdi, merci à vous tous d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation et nous souhaitons aussi une très bonne rentrée scolaire à tous les professeurs et tous les élèves. Merci à Madame Souad aussi, représentante de l'association des parents d'élèves, d'avoir participé à cette table ronde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.